La 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 la. Le 4 juin dernier, j'avais rendez-vous avec Lou Darsan, jeune autrice qui a publié en 2020, presque un an déjà, L'Arrache est belle aux éditions de la Contrallée. Le livre raconte l'histoire d'une femme dépressive, irritée par sa situation, malmenée par un quotidien sans saveur. Cette femme ne supporte plus la ville, sa violence sociale, son bruit et ses malaises. Son couple ne l'aide pas non plus à s'épanouir. Tout se confond dans une étrange lassitude nauséeuse. Qui est cet homme, là, en second plan, qui partage sa vie, son appartement, son lit ? De toute façon, la réponse n'importe guère, puisque notre héroïne décide de partir, de tout plaquer, pour ainsi vivre une aventure. Aller rencontrer le monde du dehors. Commence alors pour cette femme, dont on ne saura jamais le nom, un voyage initiatique fait de paysages et de rencontres singulières. Un voyage qui rend hommage à la nature, aux êtres qui l'habitent et la célèbrent. Le reste, c'est à Lou Darsan de nous le dire. Puis voilà, je suis pas non plus adepte des départs en claquant la porte, mais j'aime bien, mais ça me fait pas peur par contre. Pour moi, chaque livre est un voyage, chaque film aussi, d'une façon différente. Mais c'est vrai que je suis une grande lectrice et j'ai beaucoup lu. Et un de mes livres préférés quand j'étais adolescente, c'était Le Seigneur des Anneaux. La plupart du reste en écoutant Boards of Canada, la plupart de leurs albums, quasiment tous. Surtout, je pense, Joe Gaddy et Tomorrow's Harvest. Lou Darsan, tu es en résidence littéraire à la Tara, à côté du musée d'archéologie de Latte. C'est quoi une résidence littéraire en fait ? C'est quelque chose de super, qui est vraiment importante, je pense, pour beaucoup d'écrivains, parce que c'est un lieu qu'on nous met à disposition pendant une durée de temps. Là, moi, c'était 3 mois depuis début mars, et puis jusqu'à la Comédie du Livre. Ça peut être quelques semaines aussi. Et donc, c'est un lieu dans lequel on peut écrire, et on est là pour écrire, et voilà, il y a une rémunération qui va avec, mensuelle. Donc, c'est vraiment le cadre idéal et un peu rêvé d'avoir un lieu ici, donc à la terrasse. J'étais vraiment dans un très beau lieu avec la proximité des étangs de Palavas et voilà, la nature remplie de flamants rosés de cigogne, ce qui est génial. Et voilà, avoir c'est les 3 points de Virginia Woolf dans un lieu à soi, savoir un lieu à soi, du temps et de l'argent qui sont la condition de l'écriture. Donc la résidence permet ça. Ça peut faire peur, non ? De se dire qu'on a 3 mois pour écrire et il va falloir y aller au charbon, comme ça. Enfin, moi, ça m'a pas fait peur, ça m'a plutôt enthousiasmée de me dire, bon, bah, cette fois-ci, au lieu de diluer l'écriture, de la délayer dans la vie quotidienne, de me consacrer qu'à ça, enfin, il y a un côté excitant à l'exercice. Et puis, j'avais vraiment un projet sur lequel j'avais envie de travailler. Étant nomade depuis 4 ans, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un lieu à moi, vraiment à moi aussi longtemps, donc ça permet d'écrire différemment. J'étais curieuse de voir comment je pouvais écrire en étant immobile à un bureau, ce qui peut sembler classique, mais qui pour moi l'était pas du tout. Et non, ça m'a pas effrayée. Je trouve que c'est vraiment intéressant en fait comme pratique. Après, je pense qu'effectivement on peut toujours avoir la panne blanche, enfin la feuille blanche, mais ouais. L'Arrache est belle, c'est donc ton premier roman et le personnage qui incarne véritablement ce roman, on a l'impression que en fait il est écrit en plusieurs fois, qu'il y a 2 personnages, celui du début avec une situation terrible, anxiogène, et puis celui qui se découvre, celui qui part en voyage, celui qui s'enfuit de sa réalité. Oui, c'est ça. J'emploie souvent cette expression de cette femme qu'elle cherche, cette femme qui l'attend, comme si c'était 2 personnes différentes. Mais en fait, c'est je le vois vraiment comme des mues, pas totalement des personnes différentes, mais des étapes successives d'une même personne. Et c'est vrai qu'à un moment, elle essaye de comprendre qui elle était et surtout de se pardonner à soi-même, de s'être détestée, je pense, d'une certaine façon. Et
Et voilà, moi je les vois pas comme deux personnes tout à fait différentes. Je vois aussi le fait qu'à partir du moment où elle quitte ce qui l'enferme, forcément ce qui lui pèse disparaît, le poids disparaît et forcément elle change en fait. C'est pas tant qu'elle est autre, c'est que elle est libérée de son carcan, donc elle est libre de pouvoir bouger différemment. Alors cette femme, elle quitte son mari, elle quitte son appartement, elle quitte sa vie, mais au fond, tout ça n'est pas très clair, on ne sait pas ce qui la pousse à partir. Je pense que c'est un peu flou et je pense que les deux sont une réponse. Enfin, le couple, comme la vie en ville, a des injonctions sociales qui sont déjà souvent d'être en couple, de chercher un travail, d'avoir un appart. Souvent, c'est lié à la ville, effectivement, mais pas qu'à la ville. Enfin, c'est des injonctions qui pèsent sur chacun. Et je pense que c'était ces choix de vie qui n'en sont pas, mais qui sont des choix par défaut. On dit toujours, j'ai pas le choix. En fait, si on a toujours le choix de refuser et de partir, mais même si c'est difficile, évidemment. Mais des fois, c'est plus facile de partir que de se laisser mourir, en fait, de l'intérieur. Et voilà, donc c'est l'ensemble, en fait, qui crée cette détresse. Je pense qu'on peut nommer carrément une dépression dans le livre. Mais toi, comment tu t'en es défaite de ce personnage comme ça? Comment tu l'as laissé partir? Je crois que je m'en suis défaite. Je m'en suis défaite aussi parce que j'écris un autre livre. Je suis plongée dans l'écriture d'un deuxième livre. Et puis je pense que le point final est vraiment final. Ça lui permet de la libérer. Je pense que voilà, la dernière phrase m'a vraiment permis de la lâcher. J'ai mis longtemps à la trouver. Pendant longtemps, je pensais qu'il fallait que j'écrive encore 4 ou 5 chapitres. Et puis un jour, j'ai écrit 2 mots et c'était fini. Et là, ouais, j'ai compris que bon, elle fait sa vie maintenant et lui avoir trouvé une résolution à sa quête permet de la laisser ailleurs, là où elle est, rencontrer les lecteurs et à moi de faire autre chose en fait. C'est quoi ton rapport à la ville, à toi? Je pourrais plus vivre en ville. J'ai adoré y vivre. J'ai vécu longtemps en ville et dans des villes de taille moyenne comme Rennes et Brest. Et puis j'ai vécu à Paris plusieurs années. Et en fait, je suis pas partie parce que je me sentais asphyxiée, mais j'en pouvais plus du mouvement et de l'agitation et de l'agressivité que ça provoquait chez moi. Je me suis rendu compte que je poussais les gens dans le métro et je me suis dit non, je veux pas être cette personne et j'ai besoin d'un autre rythme. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut pas tous quitter les villes si c'est pour les recréer dans des cités dortoirs à la campagne, mais j'ai besoin de silence. J'ai besoin de silence et j'ai besoin d'immobilité. Alors, c'est bizarre pour quelqu'un qui bouge tout le temps, mais voilà, j'ai besoin du chant des oiseaux et j'ai besoin de toutes ces choses dont on est coupé en ville, en fait, qui est vraiment le rapport corporel à la nature, au grand air. On a l'impression que chez toi, la ville, il y a quelque chose de violent, une violence inouïe, presque assourdissante chez ton personnage, mais aussi dans ton discours. Oui, clairement. C'est fuir la violence du quotidien, puis la violence de la consommation, la violence du travail salarié, et même en n'étant pas salarié, ça peut être des rapports hiérarchiques violents. Alors, on s'en débarrasse pas totalement en sortant de la ville, mais c'est vrai que quand on est en ville et qu'on est hors de son appartement, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de consommer. Enfin, il y a bien sûr les promenades, les longues marches en ville, qui est ce que je préfère dans les villes. Moi, je suis une adepte de la randonnée urbaine. Et je trouve qu'il y a une grande poésie à la randonnée urbaine, mais c'est bien qu'on n'y vit pas au quotidien. Il y a une violence sociale qui est terrible en ville et qui me fend le cœur et pour laquelle j'ai évidemment pas de solution, mais s'en éloigner permet de la voir, alors que quand on y est, on ne la voit plus souvent. Je crois savoir que comme ton personnage, toi aussi, tu es parti, toi aussi tu as décidé de quitter la ville, de la fuir, et en ce sens, c'est quelque chose de très fort que tu entretiens entre ton personnage et ton histoire à toi. Est-ce que tu pourrais nous raconter cette histoire personnelle ? Un jour, je suis partie de Paris déjà, et puis plusieurs années après, ça n'a pas été simultané et aussi décisif, j'ai acheté un petit camion déjà un peu aménagé, que j'ai continué d'aménager avec mon compagnon, et puis on a pris la route.
Et donc j'ai conduit pendant 4 ans ce petit camion, enfin jusqu'au Covid en fait, qui a clairement freiné les choses. Mais c'est vrai que j'ai été en mouvement et quitté la vie que j'avais avant. Mais voilà, ça a été quelque chose de beaucoup plus progressif, une décision un peu plus réfléchie, un peu par élimination, qui était où est-ce que j'ai envie de vivre? Eh ben, allons explorer les différentes façons de vivre. Et puis finalement, ce qui m'a plu dans l'exploration, c'était le mouvement. Bon bah du coup, vivons en mouvement. Et ton personnage va traverser des décors, des paysages, va rencontrer des individus, des communautés, tout ça aussi. Je crois que c'est des choses qui t'appartiennent dans ton imaginaire à toi. Tous les paysages sont des paysages que j'ai déjà traversés, dans lesquels je me suis parfois arrêtée assez longtemps. Certains sont des paysages d'enfance aussi, mais c'est vrai que voilà, les voyages ont beaucoup nourri à la fois les personnes rencontrées, hein, tout ce moment où elle fait du stop, les personnes qui la prennent en stop ont clairement été nourries par des personnes qui m'ont prise en stop. Tous les gens un peu marginaux qu'elle rencontre sont aussi inspirés de vraies rencontres que j'ai faites, voilà, dans soit d'autres nomades, soit des gens qui vivent dans des communautés alternatives, dans des lieux un peu différents comme ça. Et ouais, voilà, tout ça a forcément nourri. Et être en mouvement soi-même pendant qu'on écrit, forcément, ça change et ça crée une géographie. Voilà, il y a d'un côté les rencontres humaines et de l'autre côté le paysage qui se mêlent. Et après, bon, j'ai un peu tout emmêlé et rendu flou et superposé un plateau calcaire à un autre parce que dans ma tête, ils sont superposés en fait, tout simplement. C'est marrant parce qu'on pourrait se dire que la notion de voyage, elle existe déjà en tant que lecteur, quand on s'empare d'un livre, ou même en tant que spectateur, quand on s'empare d'un film, non? Pour moi, chaque livre est un voyage, chaque film aussi, d'une façon différente. Mais c'est vrai que je suis une grande lectrice et j'ai beaucoup lu. Et un de mes livres préférés quand j'étais adolescente, c'était Le Seigneur des Anneaux. Et pour le côté épique, certes, mais surtout pour leur voyage, en fait, j'ai encore la carte de la Terre du Milieu en tête et je m'intéressais à chaque étape. Enfin voilà, je passais des heures à regarder les cartes et donc là, c'est vraiment l'exemple type du livre qui est aussi un voyage, mais il y a pas que lui, mais ouais, clairement, ce sont des films comme livres, des objets qui nous amènent ailleurs, qui nous sortent de nous et dans lesquels on peut revenir quand on veut, en fait, sans avoir besoin de les rouvrir. Et c'est ça qui est merveilleux, vraiment. C'est un livre d'ailleurs qui a envie d'épouser la poésie. C'est fait d'images comme ça qui sont associées à des sensations, à des humeurs, à des ambiances très imagées, très poétiques, ton écriture. Ça me tient à cœur de mélanger la poésie et le roman, parce que même si j'aime bien lire les deux séparément, moi je crois que les deux me nourrissent autant et que j'ai besoin qu'il y ait de la poésie dans le roman et je sais pas si je serais capable d'écrire un recueil de poésie en dehors d'un roman. Enfin, c'est vraiment... je prends un grand plaisir à mixer les deux et enfin voilà, c'est vraiment ma façon la plus naturelle d'écrire et celle-ci, en fait, de rajouter de la poésie et surtout par l'image, en fait, les associations d'images, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire et que je travaille. Et puis voilà, associer les sensations du corps, les perceptions à voilà, des images qu'on n'attend peut-être pas, à l'observation de la nature, mélanger ce qui est extérieur, ce qui est intérieur et brouiller ces frontières-là, en fait, ça me semble important. Quel regard tu as maintenant sur ton livre depuis sa sortie, depuis sa parution ? Je pense que le regard avait déjà commencé à être modifié à partir du moment où le livre a été fini et où je l'ai envoyé à un éditeur, enfin, on va dire en gros à partir du moment où j'ai su qu'il allait être édité, parce que c'est passé d'un travail de plusieurs années à des corrections, des modifications, transformer un manuscrit en livre et en objet.
Et déjà là, le regard commence à changer. Et c'est vrai que depuis la sortie, j'aime beaucoup la façon dont les lecteurs et lectrices se le sont appropriés. C'est assez touchant en fait de voir ce que ça peut provoquer chez les personnes qui le lisent, qu'elles aiment ou même si ça arrive qu'elles accrochent pas. Enfin, je trouve ça très bien que ça m'appartienne plus en fait et que ça fasse sa vie à l'intérieur de leur tête. Et il y a même une personne qui m'a contactée pour savoir si elle pouvait en coller des extraits sur les murs et qui a créé un compte Instagram qui s'appelle L'Arrachée Belle et elle colle des poèmes sur les murs. Alors elle a collé un extrait de L'Arrachée Belle mais aussi des poèmes de Maya Angelou, voilà, plutôt féministe et je trouve ça génial. Enfin, c'est vraiment, rien ne pouvait me faire plus plaisir. Le livre a eu un succès critique énorme, même un succès auprès des lecteurs très très bon et des librairies aussi. Ça met pas la pression pour le prochain livre, ça? Mais carrément. Mais après, je pense que je me mets de toute façon une pression énorme toute seule, un syndrome de l'impostrice, comme beaucoup. Enfin, je pense que je suis pas la seule. Mais au lieu de mettre de la pression, ça encourage énormément. En fait, c'est on va dire une tension permanente entre la pression et l'enthousiasme. Et finalement, je fais tout pour que ça soit l'enthousiasme et les encouragements qui prennent le pas parce que voilà, je suis tellement heureuse de l'accueil qu'a eu ce livre. Effectivement, j'ai eu beaucoup de retours enthousiastes, en tout cas, élogieux de libraires. Effectivement, quelques beaux papiers, belles interviews. Et voilà, donc je le prends plutôt comme une validation du fait que je suis autrice et que je serai toujours l'autrice de ce premier livre et qu'il n'y tient qu'à moi de continuer et ça donne une super énergie, vraiment. Merci Lou Darson de m'avoir accordé ce moment pour échanger autour de ce premier livre, L'Arrachée Belle aux éditions de la Contre-Allée. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu te souhaites à toi pour l'avenir là? Je me souhaite de continuer à avoir toujours l'envie d'écrire et à y croire. Je me souhaite de trouver une forme de sérénité qui me permette de continuer à être et être heureuse. Voilà, je me souhaite beaucoup de bonheur.